Dans la tête d'un coureur live, la diagonale des fous, le grand débrief. Bienvenue sur l'île Intense à l'occasion de la mythique diagonale des fous. On va débriefer ensemble de l'ultra le plus dur du monde, cette course complètement folle qui fait rêver et trembler les coureurs du monde entier. Au programme de cette émission, du décryptage, du franc-parler, un peu de mauvaise foi aussi, peut-être, je sais pas, mais bon, toujours avec passion. Et on recevra en deuxième partie d'émission Aurélien Dunant-Palaz et aussi Baptiste Chassagne, Blandine Lirondelle aussi peut-être qui viendra nous faire coucou. Donc on va vous régaler sur les contenus. Et en tout cas, pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Joseph Mestralet, performance scientist et fin connaisseur de l'ultra. Joseph, toi qui viens pour la première fois à la Diagonale des Fous, dis-nous un petit peu ce que tu penses de l'ambiance. Est-ce que c'est à la hauteur de la légende qu'on t'a vendue à La Réunion ? Ah ouais, c'est vraiment exceptionnel, je me suis vraiment pris une grande claque. Moi j'ai besoin de vivre les choses pour vraiment avoir un avis et honnêtement je suis vraiment pas déçu, c'est complètement fou. Et on a aussi l'honneur et le plaisir d'être accompagné de l'homme qui connaît la Diag comme sa poche et pour cause, ça fait depuis 2009 qu'il est là. J'étais même pas né. Vous le connaissez forcément, on le surnomme la voix du trail, monsieur Ludovic Collet est avec nous. Salut Ludo. Salut, comment ça va ? Est-ce que tu as pu un petit peu dormir quand même ? T'as encore un peu la voix cassée ? Ouais, il faut que la voix chauffe là. J'ai toujours droit dans la nuit de samedi à dimanche, c'est là où je peux dormir le plus. Donc après, il faut relancer. Donc voilà. Non, c'est bien. Je suis super content. Quelle énergie. Je suis admiratif. Ludo, Joseph, on a vraiment vécu une édition incroyable de la Diagonale des Fous avec cette année un plateau élite très ouvert, certainement l'un des plus ouverts de l'histoire de la Diagonale. Un parcours un peu plus long aussi, exigeant, très technique, fidèle à sa réputation. Ça nous rappelle bien pourquoi cette course est considérée comme l'une des plus difficiles du monde. Avant de parler de l'aspect sportif et des performances qu'on va détailler, qu'on va passer vraiment au crible, qu'est-ce que vous avez pensé de ce parcours 2025 et de ses particularités ? Alors il y avait eu la tempête aussi Garance, je crois, qui a un peu modifié les parcours, qui a peut-être rendu certains sentiers plus techniques qu'ils ne l'étaient déjà. Il y a un débat aussi sur la distance. Alors on dit 160, 165, 170, 175, presque 180. On a un peu tout vu là, les photos des Coros, Garmin et autres Suunto. T'en as pensé quoi toi Le parcours était un peu plus long, ça c'est sûr et certain, même 178 je pense sur certains GPX. On a eu le retour du Maïdo, donc ça c'était vraiment quelque chose d'assez exceptionnel pour les athlètes qui avaient eu la chance de le faire il y a quelques années. Après c'est aussi l'ultra, il faut s'adapter aux conditions du terrain et faut jouer avec ce qu'on nous donne à disposition, donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord en règle générale. Je connais pas trop de courses où c'est hyper précis. On est toujours sur du hors-taxe. Ils annoncent du hors-taxe. Là, on était plutôt sur 180, 181 en fait. Ils sont généreux les Réunionnais. Oui, la TVA est plus élevée. Ouais. Alors elle est plus basse ici, tu sais. Ouais. Elle est plus basse, mais... c'est pour ça on est pas si mal. Mais ouais, c'est un parcours qui est quand même très très long. Alors Ludo, toi qui connais justement tous les trails à travers le monde, qui est un fin connaisseur, on dit souvent que la Diagonale, c'est l'ultra le plus dur du monde. Alors évidemment, c'est pas pour les comparer, mais il y a une particularité ici, c'est que c'est extrêmement technique, il y a les conditions météo et surtout, il y a un élément qui est décisif, c'est la densité. Alors même si la densité a fait débat et on en reparlera, il y a quand même un plateau élite assez impressionnant et du coup ça pousse les athlètes à courir vite et on l'a vu encore cette année avec les chronos qui sont sortis, à courir vite dans des endroits qui ne sont pas du tout faits pour ça et c'est ça qui la rend finalement, c'est ce mélange entre technicité, climat, météo et la densité qui fait que ça la rend très très dure. Ouais, c'est ça. Et après, on n'a pas une année pareille au niveau des conditions météo. On peut avoir des années très 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 chaudes et là ça explose dans tous les sens et forcément Antoine Guyon te dirait qu'il faut baisser de 15 à 20%. Après on demandera à Joseph comment lui il analyse ça avec les datas, mais en règle générale il faut baisser. Là on n'a pas eu la pluie comme l'année dernière, il y en a eu un tout petit peu, il n'a pas fait si chaud, un peu, mais pas comme on a connu dans d'autres années, donc du coup ça libère quand même un petit peu plus la performance et on a vu ils se sont pas cachés et ça c'est ce que je trouve, c'est une constante depuis quelques années maintenant, c'est que ça se montre tout de suite. Il n'y a plus de course d'attente. Pour certains, en tout cas. C'est vrai, et puis des écarts. Alors, même si sur la fin, le trou s'est creusé, mais finalement, on a un Yannick Noël qui était à 20 minutes. On a un Aurélien aussi qui faisait un peu le yo-yo. Peut-être que dans quelques années, on aura peut-être 7-8 minutes, tu vois, entre le premier et le deuxième, un peu à l'image de l'UTMB. Et c'est une évidence. J'ai quand même une pensée pour des garçons qui sont blessés, qui n'ont pas pu prendre
le départ, mais un Jean-Philippe Choumi serait parti devant avec eux pour lancer un Beñat Marmisol aussi. Voilà, Lambert Santelli qui était annoncé. C'est des garçons qui aiment courir devant. Donc la fête aurait été encore plus magique. Il y aurait eu encore plus de pop-corn, j'imagine, parce qu'on a quand même des coureurs qu'on subit, qui se sont fait mal, qui ont abandonné. J'espère qu'ils vont se refaire la cerise et que tout va aller pour le mieux. Mais ouais, forcément, ça se densifie et c'est fini. On n'attendra plus 1 heure entre les coureurs. Alors, tu le disais, l'une des particularités du Grand Raid, c'est ce contraste complètement dingue. Tu peux cuire au soleil à midi, tu peux geler en altitude pendant la nuit, tu peux te taper la pluie sur le passage des Anglais, tu vois, c'est une patinoire quand il pleut. C'est une patinoire réellement. Cette année, on n'a pas eu le droit à la fournaise, c'est vrai, mais quand même une édition qui restait quand même difficile. Joseph, tu analyses la performance, justement. Toi, comment est-ce que ce genre de climat, comment est-ce que ça te complique justement dans la gestion des coureurs? Comment ça impacte aussi la performance? Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'un regard performance scientiste? Ces conditions, Moi, je trouve ça même encore mieux d'avoir des conditions difficiles. Moi, je dis souvent, mon métier, c'est pour essayer justement de compenser ce genre de choses. Donc, plus il y a des paramètres extérieurs importants, je vais pouvoir avoir un rôle fort là-dessus. C'est pour ça que je pense que je ne serai jamais fort sur 400 mètres ou des choses comme ça, parce que c'est quelque chose sur piste, il n'y a pas de vent, c'est toujours les mêmes conditions. Donc moi, je m'amuse beaucoup plus quand il y a des conditions vraiment compliquées, parce qu'on vient vraiment au soutien de l'athlète, on vient justement essayer de compenser un petit peu ces conditions extérieures. Alors cette année, on a eu le droit à un plateau élite masculin très ouvert. Je vais vous donner 5 noms qui se détachaient quand même parmi tous ces poursuivants. Aurélien Dunampalaz, qui revenait d'une blessure et qu'on savait affûter après une petite période d'arrêt. Arthur Joyeux-Bouillon qui avait fait de la diagonale son objectif de la saison. Yannick Noël qui est redoutable, qui ne cesse de progresser. Ludovic Pomeray, l'infatigable, la légende de la diagonale. Et bien sûr un Baptiste Chassagne qui est vainqueur de cette édition. Ils avaient les armes pour gagner. Tous venaient. Moi, je pense que là, dans les noms que j'ai cités, ils visaient la gagne. On n'avait pas des gens qui visaient le podium ou qui étaient là pour se montrer, quoi. Ils visaient. On a eu 5 personnes qui visaient la gagne. On pouvait même citer encore Alexis, que j'ai pas cité, mais Alexis Sévenec. Sévenec, qui clairement, lui aussi, il savait qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, ils étaient prêts à se faire mal, ils étaient prêts à batailler, ils étaient prêts à se rentrer dedans, dans l'esprit trail, évidemment, avec plaisir et sourire, jouer avec ces personnes. Peut-être la particularité, c'est Baptiste. Lui, il arrivait sans pression. Il sortait des mondiaux à peine un mois avant. Et franchement, personne, ou presque, le voyait, le mettait en favori. Moi, je vais être honnête. Il faut être honnête aussi. Reconnaître quand on a tort. Je n'aurais pas misé un copec sur Baptiste. Parce que après des mondiaux qui, franchement, étaient... C'est ça qui nous a tous induits en erreur. Et puis des mondiaux qui étaient... Sa gestion de la chaleur... Sa gestion sur du très très long et du très difficile, honnêtement, moi j'avoue qu'il m'a impressionné. Voilà, non seulement il a gagné, mais en plus il a pris des risques. Et puis avec la classe. Ouais. Avec la classe, c'était maîtrisé, contrôlé. Bien sûr qu'il s'est fait mal comme tout le monde, il a essayé de pas trop le montrer. Mais voilà, il faut se dépasser. La diag, elle se gagne pas si on prend pas des risques, elle se gagne pas si on serre pas les dents. Donc il a été fantastique, mais il a utilisé les mondiaux comme tremplin. Et nous, on pensait plutôt que les mondiaux l'avaient complètement émoussé. Oui, parce que je pense pas que c'était la performance qu'il espérait. Moi, je vais être très honnête, je sais qu'on le recevra tout à l'heure dans l'émission, on lui demandera peut-être, mais voilà, objectivement, je pense qu'il s'attendait à mieux. Oui, c'est sûr. Mais quand il a vu que c'était pas son jour, comme Arthur Joyeux-Bouillon, on peut être prêt, super prêt, quand c'est pas ton jour. Baptiste, c'était pas son jour aux mondiaux, mais il s'est accroché pour le drapeau pour aller chercher ce titre par équipe avec Vincent Bouillard. Ils se sont motivés les deux, ils savaient qu'ils n'étaient pas dans un grand jour et on sait que c'est 2 grands noms de l'ultra quand ça veut fonctionner. Mais c'est aussi ça, l'ultra. Là, on était aux mondiaux sur un format 80 très très exigeant, mais aussi très rapide. Là, on passe en 100 miles, on n'est plus sur les mêmes valeurs et il a été incroyable. Chapeau. On va détailler justement ses qualités physiques. Toi, justement, Joseph, tu nous donneras ton regard un peu sur les qualités, comment est-ce qu'il a évolué et qu'est-ce qui a fait qu'il a gagné. Mais avant ça, quand même, on peut souligner un critère pour moi qui est essentiel et qui est peut-être trop souvent mis de côté. C'est le stress. Parce qu'il y a des patterns qu'on retrouve chez les grands champions. On peut remonter en 2008 avec Kilian Jornet. L'inconnu, tu vois, qui va réussir à gagner. Vincent Bouillard, il y a 2 ans à l'UTMB, que personne ne voit. Mathieu Blanchard aussi, quand il fait son duel avec Kilian Jornet, qui n'est même pas invité en tant que favori. Et là, un Baptiste Chassagne,
Il aurait abandonné, personne ne lui aurait reproché à moins d'un mois des mondiaux. On sait que c'est compliqué les enchaînements, vraiment. On avait l'impression qu'il était là pour être ici, mais pas forcément pour jouer la gagne. Est-ce que cet élément, surtout dans un championnat comme l'Ultra Trail, où il y a finalement peu de majors, où il faut être très fort le jour J, où il y a aussi beaucoup de pression des spectateurs, du public, c'est une petite mare, l'Ultra Trail. Est-ce que cette dimension stress, finalement, c'est pas extrêmement important, voire décisif, et ça a été l'une des forces de Baptiste? Le fait de ne pas avoir de stress, je te laisserai compléter après Ludo. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ta question. Déjà, je pense que Baptiste est très particulier parce que lui, on sait qu'il ressent extrêmement bien les émotions et que ça peut jouer beaucoup en sa faveur ou en sa défaveur. On l'a encore vu au Colorado, là, sur le ravito, où il me semble il dit cette phrase ça me protège de mes émotions. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit lui faire peur ou quelque chose. Donc ça, c'est vraiment important pour lui. Je pense que ça peut aussi transcender des personnes, justement, d'avoir ce genre de stress. Donc ça dépend vraiment des personnes. Mais c'est juste que le mental, c'est énormissime en fait en termes de préparation. Donc tous les athlètes ils sont sensibles et je pense Baptiste encore plus que tout le monde. C'est vrai qu'un artiste Aurélien Dunampalaz ou même un Bendiman, ces gens-là je pense qu'ils se nourrissent du stress, c'est vraiment des lions en cage et ça leur fait du bien, mais voilà, on est tous différents. Ouais, c'est des questions de tempérament, hein. Forcément que le stress nuit à la performance. Quand on n'arrive pas à le bonifier, c'est sûr que c'est compliqué. Et je dis souvent ici, il faut, et c'est ce que je dis pour aussi tous les anonymes, quand on me questionne, quand on vient ici. Ici, il faut arriver avec une fraîcheur mentale. C'est le plus important, plus qu'encore le physique. Elle est tellement dure, cette course, qu'il faut réussir à se dire « je suis imbattable aujourd'hui ». On dit souvent que la diagonale, c'est pas le plus fort à l'entraînement, c'est pas le plus fort sur le papier. C'est celui qui a le plus envie de gagner. C'est celui qui est capable de surmonter le plus d'obstacles qui va se dresser devant lui. Parce que sur cette course-là, c'est un enchaînement d'obstacles, c'est un enchaînement d'imprévus. Et donc, foncièrement, c'est celui qui a le plus envie qui gagne. Est-ce que cette année, c'était ça? Mais c'est ça, parce que tu as des milliers de petites voix, quel que soit le niveau, qui te disent les signaux, les mauvaises paroles. C'est bon, t'es pas dedans, t'es pas dans tes temps. J'ai pas les bonnes sensations. Ah mais t'as pas les bonnes sensations, tu vas pas être devant. Arrête. Et puis tu retrouves tes compagnons au ravito qui te disent au contraire. Mais t'es super bien, t'es dans tes temps, tout va bien. Et c'est ça, et c'est un combat permanent avec toi-même. Et forcément, si t'es bien mentalement, tu vas très loin. Alors sur les réseaux sociaux, on a quand même vu naître une petite polémique. Grosso modo, beaucoup de commentaires disaient la Diag c'est trop franco-français. En gros, certains reprochent que la course, elle attire pas assez les top élites internationaux. C'est un petit peu un entre-nous, entre les Réunionnais et les métropolitains. Est-ce que vous comprenez ces critiques et est-ce que selon vous, elles sont réelles? Écoute, oui, c'est toujours mieux. Tu veux avoir un peu plus de concurrence. Forcément, on le voit à l'UTMB avec plus de 100 nations. Forcément, ça amène des performances extrêmes. Mais c'est le jeu aussi ici à la Diagonale. C'est loin. C'est pas si simple pour tout le monde de venir. La date octobre, quand on a misé sur la grande course de quartier, voilà, c'est pas simple aussi de se remotiver. Donc oui, il y a encore un travail à faire pour faire découvrir cette course. Alors je sais qu'il y a quelques années, on en avait discuté ensemble. Il y avait eu une pluie de critiques où je disais que aussi cette course fait peur et qu'il y a un certain type de coureur, tu vois, comme Aurélien Dunampalaz ou Yannick, c'est des 4x4. Enfin voilà, comme Greg Kurmer à l'époque. Enfin voilà, il y a un certain type pour aller Beignat. Jean-Philippe, tu vois, c'est en un SUV, certain type. Ouais, non, mais c'est voilà. du Jeep Wrangler. Hein. Voilà, c'est ça, tu vois. Bien sûr que nous, on rêve de revoir ici Jim, mais plus fragile sur un format comme ça, tu vois, musculairement. C'est l'ultra-trailer le plus rapide au monde. Il n'a plus rien à prouver. Mais ici, c'est un parcours tellement exigeant. Il n'y a pas une marche à la même hauteur. Il ne peut pas allonger sa longue foulée. Il peut pas. Ici, il faut être alors, j'ai envie que c'est ouais, certain, mais Baptiste, il y a un contre-exemple. Baptiste. Regarde, Baptiste, sur le papier, il n'a pas le physique. Il est de plus en plus costaud. Ouais, ouais. Quand même, je pense qu'on sous-estime. Ouais, mais c'est l'homme de la Saint-Élion, c'est l'homme de l'explosivité, c'est le fougueux, Baptiste. C'est pas un Ludo Pommeret, tu vois. Ouais, mais quand même, il nous montre depuis quelques années. Il n'y a pas de mystère hein, quand une marque comme Nike te signe, puis On. Enfin, voilà. Et puis j'imagine que Joseph, il a analysé un peu tout ça. Ce garçon a un talent pur, il sait tout faire. Il va nous en parler, on va détailler, mais avant ça... Et juste là, sur cette question un peu franco-française, moi je suis d'accord, et ça souffre clairement en fait d'un manque de compétitivité. On a beaucoup parlé des garçons, moi je trouve qu'on n'a pas assez parlé des filles. On va en parler, attends, c'est pour ça que j'allais. Il y a Ça arrive. 5 heures d'écart justement entre la première et la deuxième, c'est dommage. Chez les féminines, c'est pire. Alors, cette année, on s'attendait quand même à un mano à mano entre Blandine Lirondelle et Marianne Hogan. Deux athlètes incroyables
qui partagent énormément de points communs, mais qui ont aussi leur propre spécificité. Hein. Blandine, c'est une approche millimétrée, c'est une approche maîtrisée. Marianne, une résilience, un goût de la combativité, un mental de guerrière. Si la course masculine était ouverte, là, cette année, avec les femmes, on avait quand même si ça manquait de densité, ça c'est clair, on avait quand même un duel hippique qui se dessinait sous nos yeux. D'après vous, pourquoi est-ce que cette course, elle a quand même tenu toutes ses promesses ? Parce même si voilà, ça a été un peu plus compliqué sur la fin de course, en tout cas un début de course, on a quand même vu une bataille. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence justement entre une Blandine et une Marianne qui quand même, c'était dur de les départager au début. Ouais, et on attendait avec impatience ce combat des chefs de Zef. Tu vois, c'était le combat attendu. Il a eu lieu au début. Avant la course, quand on m'a interviewé, je disais que Blandine avait quasiment plus rien à prouver. Elle était un diamant brut qui a déjà de multiples victoires et que Marianne n'avait encore, pour moi, ça ne me concerne que moi, elle n'a pas encore fait de course parfaite. Elle a eu des deuxièmes et des troisièmes places sur les plus grandes courses, mais elle a un petit problème de blessure très régulièrement et c'est encore ce qui s'est passé. Et je pense qu'elle n'a pas eu encore sa grande course avec toutes les planètes alignées parce que c'est une très grande dame de ce sport. J'espère qu'elle va se remettre très très vite parce que là je la sais fort déçue. Elle était prête pour aller au combat contre Blandine pour que la meilleure gagne. Et voilà, à 130, ses larmes nous ont beaucoup touchés. Et le fait d'arrêter, c'est vrai que ça a laissé le champ libre. Faut pas lui en donner plus à Blandine. Hein. Elle est déjà exceptionnelle. Alors si tu lâches, c'est fini. Blandine qui doutait quand même. Hein. On l'a beaucoup vue. Elle a beaucoup respecté Marianne. Elle la craignait parce que je me souviens même sur Ilette des Orangers, elle était là à parler à son team, mais ça va pas, ça revient, ça remonte. Elle était vraiment persuadée que ça poussait et qu'elle allait se faire gober. C'est vrai que nous, vu de l'extérieur, on a du mal à comprendre parce qu'on voyait les écarts, mais un athlète, ça doute finalement. Et ça, c'est une qualité, c'est une caractéristique. C'est jamais serein, c'est jamais confiant. Et si t'es serein sur la diag, tu te refais bouffer. T'as toujours chaud aux fesses, quoi. Ouais, justement, elle est aux Orangers. Je la croise, ça commence à piquer. Et en fait, t'es à l'élite aux Orangers, t'es au 116, si je dis pas de bêtises. Il te reste quand même une grosse partie du chemin justement à finir. Donc oui, elle a pu douter. Malheureusement, on n'a pas eu cette fin de baston. Et je pense que Marianne aussi, elle est très forte sur les fins de parcours parce que c'est vraiment une guerrière et même son métabolisme en tant que tel, ça rend d'elle quelqu'un de vraiment fort en fin de parcours. Donc je pense qu'elle a dû douter un petit peu à ce moment-là, mais Blandine est juste monstrueuse aussi. C'était aussi son objectif de l'année là-dessus. Donc ouais, ça a été vraiment fort. Et puis, si je peux te couper, c'est ce qui fait la différence pour moi d'un élite plus et d'un grand champion. Et Blandine, elle est de cette trempe-là. C'est-à-dire que le jour J, elle sait se transcender et elle sait aller chercher le titre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est les grands qui savent mettre un petit peu plus, aller un petit peu plus loin et qui vont chercher le titre, quoi. Et le chrono, il est stratosphérique. Non, mais elle a tout fait. Ouais. Ouais, elle a vraiment respecté la course, respecté ses adversaires. Elle a eu beaucoup d'humilité et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Voilà, maintenant on va revenir un peu sur les moments de la course, que ce soit chez les garçons et chez les filles, parce qu'il s'est passé plein de choses et on va tout détailler. Dès les premiers kilomètres, là, scénario imprévisible. Baptiste Chassagne, il décide d'imposer un rythme complètement fou. Alexis Sevenek, le skyrunner, on sait, avec des qualités de vitesse, des qualités techniques, lui, il a pris cette attaque au sérieux. Mais c'était le seul, parce que Arthur, Aurélien, Ludo sont restés quand même en retrait. Je pense que ils n'ont pas du tout parié sur la capacité de Baptiste, ils l'ont pris pour le fougueux. C'est seulement Alexis qui va suivre, qui va accrocher la roue de Baptiste, mais finalement, il va se faire distancer par le fougueux stéphanois. Derrière, on a un Yannick Noël qui décide de réagir un peu avant Silaos pour éviter de laisser Baptiste s'échapper trop loin dans le cirque. Je pense qu'il a commencé en fin observateur à se dire là, il se passe quand même quelque chose avec Baptiste. Il est en forme. Aurélien, lui aussi, se positionne un peu en embuscade. Il remonte sur la 3e place. Ça y est, on le laisse plus faire Baptiste. Clairement, sur ce début de course, Baptiste, il dicte le tempo. Il impose son style. C'est audacieux, c'est courageux. Mais c'est aussi sacrement risqué. C'est un gars qui connaît pas la diagonale. C'est ça. C'est un novice sur le parcours. Franchement, vous y avez cru? Franchement, vous pensez que ce rythme-là, il a pu le tenir jusqu'où? On est entre nous, on parle sincèrement, là. Non, on l'espérait. On espérait. On s'est dit, j'ai eu de sa famille. Tout le monde disait que tout allait bien. Alors, tu veux y croire, mais tu te dis, c'est son premier. On en a reparlé juste avant. Il y a eu les mondiaux. Est-ce qu'il reste?
encore assez d'essence dans le moteur? Est-ce Il que est ça va aller au sensible, bout? il est- Est-ce voilà. que c'est possible? Les autres derrière se disent forcément dans leur tête, ah non mais ça va craquer, on va remonter, il faut pas s'affoler. Évidemment, tout le monde pense ça, surtout sur la Diag. Souvent on essaye de se dire, oh, peut-être des fois je remonte des places sans avoir à forcer. Mais c'est ça, mais après c'est ce qui fait les masterclass, c'est qui nous a Ah bah tous c'est un bernés, banger, quoi. hein. Là c'est masterclass. hein. Non, moi, Ah ouais. pareil, j'y croyais pas, et même dans la gestion de course, je disais, mais non, t'inquiète pas, ça va forcément craquer. Il était parti hyper fort. À Notre-Dame-de-la-Paix, il a 8 minutes d'avance sur le record de Blanchard avant. Donc, honnêtement. Qui faisait office de référence. Exactement, ouais. On Et était sur des bases à 23h. Hein. Ah ouais, non, mais c'était complètement fou. C'est Moi, un parcours à 180 qu'on s'est rallongé, un petit peu, ouais. tu vois. Et du coup, je disais à Aurélien, t'inquiète pas, ça va craquer. Et de toute façon, c'est pas ton boulot. Toi, tu finis ton boulot. Et après, à voir si lui il craque ou s'il continue. Et honnêtement, il m'a bluffé énormément. Il a été fantastique. Franchement, c'est vrai que, et moi le premier, je le catégorisais un peu comme un athlète qui va profiter un peu, on l'a vu sur l'UTMB, alors c'est peut-être ça aussi qui lui a collé cette image, c'est quelqu'un qui a su cueillir les marrons, je sais pas comment on dit un petit peu cette expression, mais qui sait profiter de la faiblesse de certains, des autres, et qui est capable de sortir une course. Là, il a été hyper courageux, il a été hyper audacieux. Moi, il y a qui fait ça aujourd'hui, partir tout seul, à part Aurélien du Nampalas qui nous fait ça sur la Hard Rock, qui nous fait ça sur, tu vois, un peu les courses à la Steve Préfontaine, tu vois, un peu comme dans les années 70 ou dès le Mathieu départ. Un Mathieu Blanchard. Mathieu l'a fait. Un Mathieu Blanchard, mais Je pense que ça a dû tu l'inspirer. vois, sur les, on est plutôt à tendance à se rester à l'abri. Là, il a eu du courage. Tu vois, c'est le mot que je retiens, quoi. C'est vraiment, il gagne, mais il gagne avec la manière, quoi, avec style. Ouais, et puis si tu regardes, Mathieu avait fait 2 à l'UTMB. Il me semble que Baptiste avait fait la même chose. Enfin voilà, on est quand même sur des grands noms. Faut pas sous-estimer ces athlètes. C'est des machines. Et encore une fois, dans ce monde qui progresse, tout le monde ne devient pas professionnel avec des contrats. Donc quand c'est dur d'avoir des contrats. Oui, c'est mais dur tu d'en sais que vivre. des fois, il y a Non, aussi mais- il y a les réseaux sociaux, tu le sais. Oui, bien Il y a sûr, Laura, mais- c'est Ouais. plus que la performance Non, qui non, fait. bien sûr, mais ah bah oui. Alors là, on va rentrer dans un autre sujet. Hein. Si c'est le follower qui compte plus que maintenant la performance, c'est autre C'est chose. pas tout à fait ça, mais bon, voilà. bon, ça c'est autre chose. Mais voilà, non, mais enfin, on peut que se mettre à genoux et puis élever les bras. Et Maestro. dire, Maestro, ouais. Maestro. Alors, La musique était belle. on peut pas parler de cette édition 2025, et ça, malheureusement, c'est peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt, et ça sera aussi chez les filles, on va en parler. Il y a quand même une deuxième place. Et cette deuxième place, moi, je veux la saluer, c'est Yannick Noël. Il avait déjà impressionné l'an dernier, mais cette fois, il est passé dans une autre dimension. Il a quasiment laissé aucun répit à Baptiste. Faut pas l'oublier, hein. Il lui a mis une pression, il lui a mis un pressing vraiment, mais perpétuel, et il est vraiment allé au bout. C'est un coureur, voilà, qui progresse de course en course. Et c'est pas forcément le plus connu du grand public. Il faut savoir que un pâtissier, c'est un besogneux, c'est un quelqu'un gros qui se lève bosseur. tôt. Ouais. C'est quelqu'un. Alors, je disais tout à l'heure, la difficulté, c'est ça la diagonale. Il y a des obstacles, il faut les surmonter. Putain, s'il y en a bien un qui est capable de ça, qui se donne pas d'excuses, c'est Yannick. Franchement, ils méritaient tous. Mais Yannick, voilà, un petit cœur pour lui, qui a fait une course incroyable. Et il a mérite cette deuxième place. Voilà. Et toi, quand il est arrivé sur la ligne d'arrivée, il m'a dit, Ludo, j'avais après mon top 10 une nouvelle fois à l'UTM, et il me dit, j'avais envie de jouer. Je veux plus attendre. Et ça, tu vois, on parlait juste avant de l'aspect mental. Il voulait y aller au combat. Il avait faim, Yannick. Il a joué. Et il pouvait péter, et il le savait très bien. Mais il voulait aller, il voulait plus faire de course d'attente. Il voulait aller jouer, il avait envie. Et puis, il nous a régalé. Il aurait pu avoir le même scénario qu'Alexis. Mais bien Pour sûr. moi, les deux auraient pu finir pareil. Ouais. Mais Yannick, Ouais, mais c'est un solide. Hein. Et il a fini même dans un état quand il passait au ravito, il était cassé en deux, etc. Et pourtant, il s'est accroché. Honnêtement, il a été très très fort mentalement. Ouais. ouais, impressionnant. Et Ludovic Pomeray, alors voilà, moi je le voyais pas, je vais être honnête, je pensais, il fait une hard rock spectaculaire, où quand même il coiffe un Germain Granger, un Mathieu Blanchard, putain, à 50 ans. Désolé pour les insultes, si vous écoutez avec des enfants, je suis navré, je vais faire attention à mon langage. Voilà, et puis Ludo qui, j'avais déjà trouvé très atteint sur la diagonale, vraiment j'ai senti qu'il est au bout de lui-même, ouais. sur l'UTMB, pardon. On sait qu'il devait pas courir l'UTMB à pleine balle, il devait le faire avec son épouse. Voilà, son épouse était blessée, il l'avait fait, il décide d'aller aussi sur la diag. Bon, c'est comme ça qu'il est. C'est un gourmand, il a besoin de ça. Moi, je me fais du souci honnêtement des fois. Alors, je le connais pas suffisamment. C'est pas impersonnel, mais voilà, des fois, je me dis quand je le vois, si dans la souffrance. Et là, il était réellement à Ilette. Il était dans un état. Mais sincèrement, hein, les gens pensent qu'il est dans la gestion, tu sais. Mais même moi, je pensais ça quand tu connais pas. Tu te dis, il revient, il fait une remontada, mais tu te dis, c'est juste qu'il est plus malin, il s'économise et après, il passe la 6e. Mais c'est pas ça, ne Non, pensez c'est pas ça.
C'est il de est la au- détermination. il est vraiment, c'est Dragon Ball quoi. Vous voyez, c'est Vegeta, il est défoncé, il s'est pris des bennes de dans tous les côtés. D'un seul coup, il se met à hurler, il devient Super Saiyan. C'est ça, Ludovic Pomeray. T'as tout résumé. Et avec une force en plus, c'est sa femme et ses filles. Donc là, il en manquait une. Mais il puise tellement d'énergie. Il a tellement envie que sa femme et sa fille là, soient fiers de lui qu'il va à la mort. Il va à la mort. Hein. Il va à la mort. Mais il l'assume. Il y va. Des fois, Céline s'inquiète. Ah, mais moi, Mais j'aimerais maintenant, pas elle commence être de sa famille, hein, Elle commence sincèrement. à bien le connaître. Il est un adepte comme Courtenay de la Pen Cave. Il y va très loin, lui. Il va en bas, souterrain. Il ouvre des nouveaux, d'ailleurs, je crois qu'il ouvre des nouveaux souterrains. C'est la Pen Cave de la Pen Cave, lui. Tu sais, Ouais, c'est ça. Il va très, très, très loin. Et il est super. Alors, moi, je l'avais mis dans mon top 5 parce qu'il m'avait dit Ludo, c'est mon objectif. Et quand il me dit ça, en règle générale, il l'atteint. Mais on n'était pas à l'abri qu'il explose. Et pour parler de Ludo et de tout ce qu'on a vécu là, je veux aussi rajouter tu as parlé de Yannick Noël, un travailleur. Et ici, aussi, on a un garçon dont on parle peu, mais aussi qui a prouvé qu'il fait 2 x 6, c'est Fabrice Payette, le Réunionnais. Et là, je suis très très fier pour lui. Je pense qu'il y a des marques qui vont commencer à s'intéresser à lui. Il faut l'aider parce que ce garçon-là est très 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 costaud. Devant, tu as vu tous les noms que tu as cités, quoi. Hein. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est Fabrice, il fait une course monstrueuse et il allait au bout de lui-même. Il n'est pas pro en course, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Il faut l'aider. Alors, quand même une déception, moi, où vraiment j'ai été peiné, c'est pour Arthur Joyeux-Bouillon, parce que Arthur, voilà, il avait fait de la diagonale son objectif. Je l'ai vu avant le départ. Il me dit, Guillaume, la diagonale, s'il y a une course que je veux gagner dans ma carrière, c'est la diagonale. Et c'est un garçon entier, c'est un garçon aussi qui bluffe pas, c'est un garçon qui est bourré de talent, et il manque pas grand-chose. Et là, c'est avec son bébé, il avait tellement envie de le voir comme ça, si déconnecté de la course. C'est injuste. Réellement, c'est injuste. Ouais, mais c'est aussi ça la beauté de ce sport. C'est que si tout était acquis, hein, si tous les datas, parce que Joseph, il nous sort des belles choses, mais tout n'est pas écrit non plus dans les ordinateurs, et heureusement, il le sait très bien, et c'est aussi ça qui le fait vibrer. C'est que, voilà, malheureusement, Arthur, mon quick, c'était pas sa journée, c'était pas son jour, il sait toujours pas ce qui lui est arrivé, donc ils laisseront chercher. C'est un peu comme pour Germain, quand il est au top de sa forme, et puis la mécanique s'enraye, et on sait pas pourquoi. Alors oui, forcément, il y a beaucoup de déceptions, je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours aussi dangereux d'avoir un seul objectif dans la saison. La pression. Ouais, exactement. Ça peut aussi rentrer en ligne de compte sans en apercevoir. Après, il a un préparateur mental exceptionnel qui est Éric Lacroix. Et je le trouvais hyper serein au départ. Tu vois. Ouais, mais il y avait quand même. Mais j'y croyais, vraiment, choses, je pensais. Il y a eu des choses qu'on fait, et ça, moi, c'est l'inexplicable qui fait que c'est aussi très beau. C'est le jour sans aussi, ça fait partie du jeu. C'est ça. Je pense que cet objectif de saison, c'est quand même hyper important de l'avoir parce que ça donne un supplément d'âme quand on va être sur la course. Il faut avoir du jus mental pour aller au charbon. Donc quand ça marche, c'est génial. Mais par contre, quand ça marche pas, c'est vrai que ça fait très mal à la tête. J'aimerais quand même, on a parlé un peu du panache, de la victoire de Baptiste, mais on doit quand même un peu plus creuser, on doit quand même un peu plus analyser ce qu'il a fait. C'est vrai que déjà, il était quand même plutôt discret, Baptiste Chassagne, depuis l'UTMB 2024. Un athlète talentueux, mais souvent abonné aux 2e place, un peu le poulidor du trail, tu vois, si on le veut. Avec cette victoire, il signe son premier succès sur 100 miles à 31 ans, mais aussi quelque part, pour moi, une forme de consécration aussi pour lui. Elle doit avoir une victoire particulière, on va le recevoir tout à l'heure, mais cette victoire, forcément, elle a un goût particulier pour lui. Selon toi, quelles sont les qualités qui lui ont permis de faire la différence, de faire enfin la différence sur un 100 miles? Est-ce que tu as analysé un peu, j'imagine, toi qui aimes bien la data, tu as dû un peu regarder les temps de passage. Est-ce que c'est les qualités musculaires? On parle beaucoup de la descente, et on dit aujourd'hui, les athlètes avant, ils étaient un peu dans la renforcement musculaire, on aimait bien un peu, voilà, l'hiver, le ski, on doit beaucoup s'entraîner, on squeezait un peu. Et voilà, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est beaucoup... La qualité musculaire en fin de course, c'est beaucoup plus propre que ce que je voyais il y a 5 ans. Ouais. Et c'est très solide sur les appuis dans les descentes. Et pour moi, c'est quand même très musculaire. Est-ce que ça s'est pas joué là? C'est son gros point fort. On en reparlait encore hier là avec Simon Duguay. Ouais, il a des qualités musculaires qui sont monstrueuses, et notamment en termes d'efficacité musculaire tard dans la course. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il a aussi réussi à surmonter ses défauts de qualité. On sait qu'il n'a pas un énorme moteur vraiment sur les courses courtes. Il a quand même du mal justement à être très très performant. Je pense aussi l'aspect mental qu'il a réussi à vraiment dompter.
on sait que ça lui joue beaucoup de tours. Et là, honnêtement, il a réussi à transformer l'essai, à se transcender, etc. Quand il est passé à Illet, il était à Illet aux Orangers, mais il était mais complètement fou. Et je pense que ça l'avait vraiment aidé à performer. Donc, il y a ça au niveau physiologique qui est important. Comment tu l'analyses, toi, ces qualités? Parce que peut-être que sa prépa des mondiaux, elle a été efficace aujourd'hui. C'est ce que je pense, c'est ce Un que j'ai rebond, dit. Je pense qu'il s'en est servi de tremplin. Et puis aussi, toutes ces deuxièmes places, elles te font grandir. Elles te font grandir, que ce soit sur la Saint-Élion, où c'est une format hyper rapide quand tu es derrière des Thomas Cardin. Quand tu vas jouer, parce qu'il joue, il ne se cache pas. Il joue, mais tu progresses. Tu progresses, tu y étais, tu l'as vu. Et voilà, et je pense qu'il est en train, à 31 ans, de toucher la perfection, quoi. Il commence à maîtriser et la rapidité, il monte très très fort, il descend très très fort. Il commence à être hyper complet. Mais je trouve que cette deuxième place, ça fait douter aussi. Et honnêtement, moi j'avais peur que ça lui joue trop de tours et du coup que ça lui enlève des belles victoires comme ça, quoi. Eh ben non. Alors, il a éprouvé tout le contraire, donc franchement. C'est ça. Et est-ce que vous pensez que cette victoire, ça marque un aboutissement à 31 ans, une forme de prestige dans une carrière, et basta? Ou est-ce que vous pensez que c'est peut-être le début d'un nouveau cycle pour lui et qu'on va le voir maintenant jouer la gagne sur... Il veut 1000 fois plus. Oui, ce qu'il veut, mais ça c'est ce qu'il veut, c'est normal. Mais toi, à ton avis, je pense que ça va le débloquer. Et clairement, il va claquer des très très belles. Je pense que ce qui le fait rêver, c'est aussi peut-être l'UTMB. Enfin non, honnêtement. Et est-ce que vous pensez que réellement, Baptiste, avec tout le respect que j'ai pour lui, a les qualités pour gagner un UTMB? Oui. Complètement. Ouais. Donc là, on va avoir un nouveau Baptiste. Et là, il faudra compter sur lui maintenant. Avec un supplément d'âme qu'il a gagné sur la Diagonale. Et puis comme l'a dit Joseph, il faut voir aussi, c'est vrai qu'il cache ses émotions, mais je l'ai appelé le poète écrivain trailer. C'est quelqu'un aussi qui vit les choses de façon hypersensible aussi. Donc, des fois, ça te joue des tours aussi de gagner un monument. Et puis, il faut pouvoir le digérer et enchaîner. Donc, déjà, j'ai hâte de lire ce qu'il va écrire. Et puis, et d'écouter aussi, parce que souvent, il annonce un peu ses objectifs de saison. Donc, j'ai hâte de voir, mais pour répondre à ta question, il y a encore tellement de courses à gagner. Il n'y a pas que le Grand Raid ni l'UTMB dans Est-ce que la Western, moi, je le vois bien sur une Western, non? La Western, Hard Rock, il y a tellement de courses où on peut encore écrire l'histoire. Passons à la course féminine. Là aussi, on a eu du spectacle. Dès le départ, on a une Blandine Lirandel qui prend les commandes du Grand Raid à l'image d'un Baptiste Chassagne qui a cessé de creuser l'écart sur sa principale poursuivante, Marianne Hogan. On savait que Blandine, elle avait une envie de revanche. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçue. Je l'ai croisée après sa 4e place à Chamonix sur la triple C. Et voilà, elle a tout donné, évidemment, et elle le savait qu'elle avait vraiment, sur la CCC, qu'elle avait rien à se reprocher. Mais forcément, quand tu domines la course, comme elle l'avait fait en début de course, et que tu te fais un petit peu reprendre comme ça, et que tu finis 4e, évidemment que ça laisse un goût amer, évidemment que ça laisse de la frustration. Et j'ai l'impression qu'elle a su justement transformer cette frustration en une force. Et quand elle arrivait sur le départ, elle avait soif, mais soif de victoire. Ouais, et puis il y a un documentaire qui est en train de se tourner sur elle. Il y avait beaucoup de caméras autour d'elle là pour filmer. Je pense que ça sera j'imagine en tout cas que ça sera la conclusion de ce documentaire. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Ça va être un beau documentaire là. Je pense que nos confrères de chez l'équipe vont être contents. Ouais, ça va être assez sublime. Mais il faut voir qu'elle n'était plus en équipe de France. Elle a été blessée après avoir tout gagné. C'est ça où moi, quand je te dis les grands champions, c'est ça. Ces problèmes de voûte plantaire, ces problèmes de jambes, de pieds, de chevilles. Enfin, il y a eu plein de moments de doute où ça a été compliqué de retourner à l'entraînement. Et à chaque fois, hop, il y avait des petites sensations de gêne. Et donc, du coup, elle n'était pas sûre d'elle. Et puis, elle revient 4 à la CCC. Moi, je lui ai dit, magnifique, tu reviens, Blandine. Tu reviens, tu regrappilles. Ça serait presque trop facile tu reviens après blessure, de gagner tout de suite. Tu vois, je pense que comme tu dis, ça lui a donné les crocs. Ça lui a donné envie de prouver. Et puis, elle a un rapport particulier avec la Diagonale. Elle a découvert ce sport ici. Et elle avait, je crois que c'était un supplément d'âme aussi. Elle avait envie de briller ici pour les Réunionnais. Et pour elle, mais aussi pour les Réunionnais. C'est impressionnant. Et puis voilà, Blandine, je pense qu'il y a le biais de la courbe de progression. Qu'est-ce que c'est le biais de la courbe de progression? C'est qu'on pense toujours qu'une progression d'un athlète, tu vois, c'est comme ça, c'est linéaire, ça monte, c'est très progressif, ça monte. Mais c'est pas ça une courbe de progression. Une courbe de progression, c'est les montagnes russes. T'es très en forme, hop, t'es en pic, puis du coup tu te blesses, fracture de fatigue, tu redescends, puis tu reviens encore plus haut, puis après,
bah t'as de la pression, t'as les médias qui te tombent dessus, donc du coup, ça c'est dur psychologiquement, tu retombes, tu reviens. Et c'est ça, il faut l'accepter, c'est ce que j'ai envie de dire aussi à Arthur, c'est que malheureusement, ça fait partie du processus, mais c'est destructeur psychologiquement. Et ça, j'imagine que toi, bah voilà, tu dois l'expliquer aussi à tes athlètes, Joseph. Ah ouais, complètement. Mais c'est là qu'elle a été très forte. Je pense que il me semble qu'elle part aussi un petit peu en pause l'année prochaine, ou en tout cas, elle n'a pas encore annoncé ses objectifs. Je pense que ça aussi, le fait de dire, bah, c'est mon dernier gros rendez-vous que je dois assumer. C'est pour ça, je pense, ça qui l'a forcé à pousser. Mais oui, encore une fois, le côté mental, le côté préparation, c'est juste tellement important. Et en fait, tu peux pas le décorréler de la performance physiologique. Un athlète, c'est vraiment de la mécanique. Mais ce qui est important et qui est-ce qui donne les ordres à l'intérieur, c'est le cerveau. Donc, faut le préparer, quoi. Et ça conforte ce qu'on disait tout à l'heure sur les qualités musculaires. Parce que s'il y a bien une athlète aujourd'hui qui, sur le plan musculaire, a une très bonne qualité, c'est bien Blandine. Et là, on a vu, et puis il ne faut pas oublier que Blandine, c'est que 3 ultras. C'est un début sur un UTMB où elle nous fait quand même un podium. Ça se passe un peu moins bien après sur la course de Chamonix. Et là, ça revient très très fort. Mais elle peut battre une Katy Scheid aujourd'hui. Moi, je pense que quand on analyse ses chronos, et quand on voit la course de Katy, même si voilà, elle était un peu libre et que, évidemment, et quand ça pousse pas derrière, c'est compliqué. Mais est-ce qu'elle peut battre une Katy Scheid, une Courtney de Walter, voire même une Route aujourd'hui qui fait un peu office de grande favori? Là, tu nous poses Ah, c'est une question grosse dure, colle. Hein. Là, ouais. tu nous poses une grosse colle. En tout cas, là, on a le talent. Après, il faut que tout s'aligne parce que là, tu viens de citer 3 championnes exceptionnelles Ouais. aussi, quoi. Et moi, je rêve, en tout cas, et je le dis souvent dans les teams, hein, moi, j'aimerais ce combat des 4. Hein. Ah, Moi, j'y c'est crois, hein. exceptionnel. J'aimerais ce Moi, j'y combat crois, des hein. 4. Elle est encore novice sur Ultra, faut pas l'oublier. Oui, bien hein. sûr qu'elle Et quand on voit ce qu'elle a fait sur des formats plus courts, et en plus, elle progresse encore. Toi, t'en penses quoi, Joseph? Alors, on sait que tu es très proche de Route, mais ce serait curieux aussi. Je sais que tu es très Ouais. objectif et lucide. Moi, je pense que non, il faut des qualités de vitesse. Enfin, en tout cas, sur l'UTMB, ouais, il faut des qualités de vitesse. C'est pour ça que je pense Elle les a, que... Blandine. Hein. Oui, On sur a vu le au cross, Elle ouais. les a, hein. Mais c'est pour ça que Notamment. Marianne aura peut-être un peu plus de mal parce que bah, elle a moins de qualité de vitesse là-dessus. Mais ouais, sur les 4, mais c'est juste que le niveau est tellement hallucinant quand tu vois la course de qualité en 2024. C'est juste fou. Si, elle a des qualités de vitesse. Faut juste que ce soit le jour parfait. Faut qu'elle ait fait sa préparation parfaite, etc. Mais est-ce qu'on les verra tous les 4 l'année prochaine sur l'UTMB? Ah, ce serait incroyable. Ouais. Ça manque. C'est ça que j'aime pas. C'est que t'as l'impression que c'est comme dans la boxe, tu vois, où les boxeurs ils s'évitent un dommage, peu. ouais. Ouais, c'est dommage. Il nous faut du. Voilà. En plus, chez les filles, on a besoin de cette Ouais, parce densité. que c'est des exemples. Et Ouais. elles drainent, elles emmènent les femmes sur les courses. On en a de Ouais. plus en plus en inscription et ça, c'est génial. Mais il faut continuer. On n'en est pas encore à 50-50. Mais c'est Donc, grâce à elle que ça fait ça. Mais hein. bien sûr, Ouais. bien sûr. Et puis, Blandine qui rentre ici, en tout cas à la diagonale, dans le cercle très fermé des 5 femmes à être rentrée dans le top 10 overall. Aussi. Ouais, ça, c'est Ouais, grandiose. et un top 10 où, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as les 5 premiers qui visaient la victoire, enfin 5 gars qui visaient la victoire, et quand même aussi. Parce qu'il y avait du monde chez les garçons. Ouais, c'était et bien. moins de 29 minutes, Ouais. hein. On a un top 10 en moins de 29 minutes Non, quand non, même. mais, C'est sur un parcours comme ça. Oui, en 29 Non. minutes. Non, en moins de 29 heures, mais vous Ah avez ouais, compris, là, et je suis ouais, fatigué, ouais. les gars. Là, oui, mais oui, là, je me suis dit, putain, il n'a pas vu la même course que nous. Il m'a un semblé record, que non, les Eh, temps quand étaient même, un peu plus longs sur j'espère la qu'on ligne. m'a compris. Mes Ah oui. auditeurs sont habitués à mes Oui, bourdes. Voilà, croyez-moi, parce que j'en fais. On en fait tous. Voilà. tous. Et c'est pour ça qu'on est vivant. Ouais. À l'image de Yannick, on a beaucoup parlé de la victoire de Blandine, mais j'aimerais quand même qu'on revienne aussi sur une superbe course. C'est celle de Manon Compano Ouais. de la team Merrell qui termine deuxième, une athlète incroyable qui a couru quand même sans assistance. Sans assistance, pas même la team DAF. Ah ouais. Pas même la team Ouais, DAF. ouais. Elle avait juste son mari qui était présent à C'est ça. Sillaos. Franchement, ça force le respect, quoi. Vous imaginez quand même que ça représente quand même de courir sans logistique, sans soutien, sans nous les médias aussi. Parce que c'est pas possible de les suivre. Alors en tout cas nous, après il y avait peut-être d'autres médias qui étaient plus staffés. Et nous malheureusement, on pouvait pas. Mais c'est quand même sa perf, c'est spectaculaire, non? Ouais, c'est magnifique. Elle s'est mis, elle m'a dit, Ludo, je me suis mis en mode remontada. Ça galvanise quand tu vois aussi que ça pète devant, qu'elle avait les bonnes sensations. Elle est restée dans ce qu'elle savait faire aussi, tu vois. Et donc, sublime, quoi. Et elle est arrivée avec un sourire éclatant. Voilà, elle était un peu, on pouvait comparer avec les temps de Manon l'année dernière, quoi, tu vois. Ouais, c'est la victoire l'année dernière. Ouais, c'est la victoire Ouais. l'année dernière. Ah, c'est fou, hein, toute seule Ouais. comme ça. Elle est toute seule et Ah là elle n'a là. pas lâché. Ouais, c'était fabuleux de les Bravo. accueillir. Moi, je lui dis, ouais, j'ai tiré mon chapeau. Et c'est vrai, il y avait son compagnon qui était là. Et ils étaient vraiment fiers. Et puis derrière, elle était, mais comme souvent les femmes, quoi.
autant les garçons derrière ils tombent. Là, elle était encore bien. Elle a été se poser dans un coin. On a discuté 5 minutes que j'avais un peu de marge avec les poursuivants. Fabuleux. Elle a vécu une superbe aventure et comme tu dis, elle mérite mais tellement. Mais du coup, je vous pose une question. Pourquoi est-ce qu'une fille qui fait 2e à la Diag n'a pas d'assistance, n'a pas la team DAF? Enfin, on est quand même dans un sport qui est en train de se professionnaliser, donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait ce choix justement d'avoir du monde pour l'aider? C'est pas son tempérament. Ok. Je crois qu'elle rentre pas dans ce système-là. Manon, Manon, c'est une guerrière qui, je pense qu'elle préfère aussi qu'on lui mette pas de pression. Je pense qu'elle préfère aussi de pas être à la conférence de presse. Enfin, tu vois, je pense qu'elle avait prévu son coup. Elle était dans ce qu'elle voulait faire. Et voilà, je pense que c'est ce qui lui convient le mieux aussi, tu vois. Après, forcément, elle gagne du temps si t'es aidé. Elle aurait pu parce qu'ils sont tellement cool et ils sont tellement top, la team DAF, mais peut-être elle savait pas non plus, tu vois. Elle vient là. Ouais, j'adore ces grandes championnes-là, tu vois. Discrétion absolue. Par efficacité. Contre, sur le terrain, on fait péter. Et surtout que derrière, bien sûr, j'ai une pensée pour Émilie Marotto qui craque, et qui aurait pu faire un grand. Ouais, elle était prête pour et le ventre qui se bloque et puis voilà, plus d'essence dans le moteur et ça arrête une Marianne qui se blesse et puis derrière, attention, fallait la battre, Sarah Veuille. Fallait aller la chercher. Ouais, Sarah, c'est pas une rigolade. Et d'ailleurs, honnêtement, elle a fait une superbe course. Hein. Ouais, toutes ces grandes dames qui savent aussi gérer. Enfin voilà, c'est très bon. Moi, je suis très très fier des femmes qui étaient là. Elles ont mouillé le maillot, elles ont donné ce qu'elles avaient dans les tripes, comme toujours. Et voilà, et il en faut plus. Mesdames, venez, j'arrête pas de le dire. Venez. Alors, on va recevoir dans quelques instants Aurélien Dunant-Palaz et on pourra justement lui poser ses questions sur son avis, sur cette édition, sur sa course. Mais on l'a vu, un top 10 en moins de 29 heures. On a vu aussi des performances qui ne cessent d'évoluer. Moi, je pensais pas que le record, évidemment, c'est compliqué. Les parcours sont pas les mêmes, les conditions, mais il faut quand même des références. On va pas non plus faire les hypocrites. Je pense que le temps de Baptiste est meilleur que le temps de Mathieu. Ouais, alors voilà, moi, j'ai pas les compétences pour avoir un avis sur ça, mais justement, je me tourne vers toi. On parle beaucoup de préparation plus complète, de coureurs qui gèrent mieux aussi les cycles hivernaux, où il y avait quand même des vrais axes de progression. On parle aussi beaucoup de la nutrition. Je sais que tu voulais revenir un peu sur ça, toi qui collabores avec NutriPure notamment, et tu mets une place de choix notamment sur tous les apports. Concrètement, qu'est-ce qui a changé au niveau de la nutrition qu'on n'avait pas il y a encore peut-être 3-4 ans? Justement, l'arrivée des gels, c'est vraiment intéressant. Le fait justement de pouvoir tester différentes textures, différents goûts avec caféine, sans caféine, etc. Donc ça, c'était vraiment des choses qui sont intéressantes. Maintenant, honnêtement, je pense que tout le monde fait avec. Donc je crois que le premier précurseur, c'était Ludo qui... Ah ouais, ici 2009. Ouais. 2009, 32 gels. Mais tout le monde se moquait de lui. Hein. Et oui, mais vraiment tout le monde. Personne ne le comprenait. Hein. C'était vraiment, l'extraterrien. Et mais lui aussi, ça lui allait. Parce qu'il y en a d'autres qui ne comprenaient pas et qui ont essayé de faire comme Ludo. Et ça passait pas. Voilà. La rillette et le comté, c'est fini maintenant. Hein. Non, mais voilà. Du coup, ça, je pense que c'est quand même assez accepté. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment intéressants. Et en fait, quand tu dis préparation complète, c'est vraiment quelque chose d'assez holistique. Et en fait, il faut se battre contre le risque de blessure. C'est vraiment quand tu es athlète élite et même athlète amateur, il y en a beaucoup. Il y a, je pense, 30% des gens qui pratiquent qui se blessent au moins une fois dans l'année. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir une gamme assez complète, notamment avec des compléments alimentaires. Et je pense qu'Aurélien nous le redira, ce qu'il prend justement au quotidien, que ce soit du magnésium. Du magnésium, du fer, c'est des compléments alimentaires qu'on crame beaucoup à l'entraînement et du coup qu'il faut être capable justement d'apporter à son corps. Et du coup en fait je pense que maintenant un peu le futur aussi de la nutrition, c'est de réussir à apporter ce genre d'apport supplémentaire pour permettre en fait de pousser toujours plus loin l'entraînement et d'être performant. Ouais, c'est marrant parce qu'on était aussi avec Gabriel qui le record de France du Tual, du 800 mètres. Et justement, sur 800 mètres, on l'a vu aux mondiaux d'athlétisme, pour celles et ceux qui s'intéressent aussi un petit peu à l'athlé, on a vu, c'était monstrueux avec autant d'athlètes. C'était n'importe quoi. Et justement, je demandais, est-ce que c'est le carbone? Il me dit, mais c'est les compléments alimentaires. Okay. Ça fait vraiment la différence réellement en termes de blessures, en termes de récupération, d'assimilation d'entraînement. Alors attention, là on parle dans le très haut niveau, ne vous supplémentez pas. J'allais venir à ça aussi quand même, Joseph, je voulais avoir ton avis, mais il faut aussi que nos anonymes qui progressent de plus en plus n'hésitent pas aussi à pratiquer pendant les entraînements. Hein. J'ai encore trop de personnes là que j'ai vu encore là pendant la nuit et hier qui ont eu trop de problèmes gastriques et qui n'arrivent à rien à manger. Et quand tu leur poses la question, mais à l'entraînement tu fais quoi? Pareil.
Ah non. Non, si t'habitues pas ton organisme, ça marche peut pas. pas fonctionner. Et Il c'est faut pareil en pour tous, manger, quoi. ouais. Il Ouais. faut. C'est un entraînement, on s'entraîne sur l'aspect, on fait des kilomètres, mais il faut aussi s'entraîner son ventre à bien être bon là-dessus. Et c'est dommage de louper une diagonale juste pour un problème de nutrition, je trouve ça trop dommage. Quoi. Mais on sait, même la population française, en hiver, 70% des gens sont carencés en magnésium. On sait que la fatigue, c'est le mal du siècle. Tu vois, on l'a vu aussi avec la vitamine D. C'est des petites choses. Ne vous gavez pas de compléments alimentaires, mais Non. c'est des petites choses. Soyez à l'écoute de votre corps. Malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'une tomate, une orange, c'est 50 fois de vitamines en moins par rapport à une orange des années 60. Les sols sont de plus en plus pauvres, les fruits, les légumes voyagent à travers le monde, donc les qualités nutritionnelles des aliments, aujourd'hui, c'est un peu limité. Alors, il y a beaucoup de marketing, on ne sait jamais vraiment, mais il y a des bons réflexes à avoir, tu le disais. On sait, voilà, NutriPure, t'as le magnésium, la vitamine D, voilà, des petits réflexes, mais ça peut faire la différence. Ah ouais, complètement. Et puis même, en fait, c'est tellement de s'entraîner, de faire un cycle de prépa pour un Ironman, une diag, c'est épuisant pour le corps. Donc il faut vraiment justement lui donner ce qu'il faut pour qu'il réussisse à contrebalancer ça. Joseph, tu restes avec nous. Ludo, on doit te laisser parce que je sais que tu as encore merci. du boulot. Merci beaucoup de t'être rendu disponible. Avant ça, quand même, tu as un podcast aussi. Moi, je tiens à en parler. Potin Try, c'est le moment de faire un petit peu de promo. Tu reçois des athlètes. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, Potin, c'est plus de 20 ans d'expérience de fou rire, de off, de in, avec, bien sûr, pour l'instant, comme c'est un format filmé, ça a un coût. Et pour l'instant, c'est souvent des athlètes connus, mais c'est aussi des femmes d'athlètes. Mais il y aura aussi des chronométreurs, des organisateurs. Et il y a des gens dont on ne parle plus. Enfin, il y a plein de choses à venir, donc n'hésitez pas à soutenir Potin de Trail ou sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Voilà, on vous mettra le lien en description. Si tu as un épisode que tu recommandes, je sais que tu les invites, c'est toi qui choisis de t'inviter, donc tu les aimes tous. Mais je les pour invite découvrir, tous, mais là, voilà. on a eu François qu'on a sorti il y a 2 mois. Là, c'est Anne Guyon. C'est hyper intéressant. Je vois que malheureusement, on nous dit souvent faut mettre les femmes en avant, faut mettre les femmes en avant. Et quand on regarde les scores de vues, quand je mets des dames, elles sont moins regardées. Et ça, c'est bien dommage parce qu'elles sont toutes aussi intéressantes que les garçons. Donc attention à ce qui va arriver derrière. Ça marche. Ça marche. Mais merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on accueille Aurélien Dunant-Palaz qui a fini 3e sur cette diagonale des fous. Salut Aurélien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça va pas trop fatigué 72 heures après la course la plus dure du monde? Salut Guillaume. Ouais, non, forcément un peu fatigué ici. Les jambes sont fatiguées évidemment, mais pas. Voilà, j'ai eu plus mal sur les après 100 miles, donc ça va. Justement, alors ta particularité, c'est que toi, tu la connais bien, la Diagonale des Fous, puisque tu l'as gagnée en 2023, une édition qui avait une saveur particulière, parce que de toute façon, chaque édition a sa saveur. C'est la particularité de la Diagonale, aucune édition se ressemble. Toi, tu avais eu des conditions particulièrement difficiles, une édition caniculaire cette année. Ton ressenti, justement, comment est-ce que tu as trouvé cette course, nouveau parcours, et météo plus clémente, mais pas facile non plus? Ouais, non, une édition plus clémente, c'est vrai. Pendant la nuit, j'ai mis pour la première fois des gants quand même à Notre-Dame-de-la-Peine et de Boeuf, que j'ai quitté à Marabout. Mais non, la nuit était vraiment parfaite, on n'avait pas trop chaud, on n'avait pas trop froid. Et la journée, le soleil a pointé le bout de son nez. Dans le col du Taibit, on a eu chaud quand même. Surtout la passerelle d'Oussy au fond de Mafat, mais la sortie de Mafat par le Maïdo a été dans des conditions assez fraîches. Le sommet était bouché, il y avait des nuages. Donc non, clairement, les conditions étaient beaucoup plus faciles qu'en 2023. Et puis un parcours, oui, un petit peu différent. C'est vrai que j'ai connu cette longue descente du Maïdo que j'avais pas connue en 2023. Donc un changement de parcours qui rallonge quand même un petit peu, je pense, en temps. Mais c'est vrai qu'après, quand on fait le compromis, changement de parcours, météo différente, c'est un peu difficile toujours de comparer, mais quelques différences quand même. C'est vrai que le Maïdo a fait son retour l'an passé et c'est tant mieux parce que c'est quand même un passage hyper caractéristique, mythique de cette Diagonale des Fous. Alors malheureusement ou quand même heureusement, tu gagnes pas cette année, tu finis 3e derrière Baptiste Chassagne qui a été assez monstrueux. Yannick Noël aussi qui a réalisé une très très belle course. Toi, comment est-ce que tu t'es senti? On sait que tu reviens de blessure, on sait que ta préparation était un petit peu écourtée, mais voilà, je savais par Joseph, et il nous en parlera tout à l'heure, que les sensations étaient quand même plutôt bonnes. Est-ce que tu étais au maximum de ton potentiel ou en fait ils étaient trop forts devant? Il y a un peu de tout. Je pense que Baptiste était trop fort. Dans tous les cas, honnêtement, j'ai aucune certitude. Même au top? Je sais pas. Je pourrais pas le dire. Si au top, j'aurais pu être devant lui. J'ai aucune certitude de ce point de vue-là. Je pense que Yannick, j'aurais pu, dans une grande forme, être devant lui.
dans la même forme que 2023. Après, pour répondre à ta question, oui, c'est sûr que j'ai été blessé fin mars, j'ai repris à courir début juin, à peu près, fin mai, début juin. J'ai fait le choix d'aller à l'UTMB quand même. Je voulais vraiment, je pensais que ça allait pouvoir faire une très bonne perf à l'UTMB avec de la fraîcheur. Malheureusement, j'ai eu des soucis musculaires assez rapidement. Et ensuite, je voulais pas terminer la saison sur un UTMB raté. Et en fin de saison, quelle course me fait rêver, c'est la Diag. Alors forcément, cette semaine d'écart entre 200 miles, j'ai jamais fait ça. Je voulais prendre le risque, je voulais essayer, en fait, voir comment mon corps allait encaisser ça. Même pour les années à suivre, voilà, ça me faisait une bonne mémoire de la douleur aussi. Mine de rien, ça construit des expériences comme celle-ci. Et les sensations étaient bonnes sur la préparation. Même si avec du recul, j'avais quand même des toutes petites douleurs, des petits trucs, des tendons qui tirent un petit peu à droite à gauche. Donc hier, ça m'a rappelé à l'ordre pendant la course. Donc je pense que j'étais pas à 100%, mais en même temps, quand je vois un Yannick Noël qui a enchaîné 90 du Mont Blanc, il avait fait Volvic en début d'année, il a fait l'UTMB, il a fini 17ème et là il finit 2ème. Quand on est dans une bonne saison, quand tout se déroule bien, le plan se déroule, en général, rien ne peut nous arriver. Moi, ça n'a pas été le cas cette année avec un mauvais début avec une blessure. Mais voilà, j'en tire une bonne expérience. Et puis, comme je le disais, ça me fait beaucoup de mémoire de la douleur encaissée sur le corps pour les années à suivre. Alors, petite particularité, cette année, tu as emmené Joseph Mestralet, performance scientist, et puis qui s'occupe notamment de la team NutriPure, dans tes bagages, qui t'a aussi un petit peu accompagné sur les ravitaillements. On l'a vu très actif, très présent sur le parcours. Comment ça se passe, justement, la collaboration avec Joseph? Est-ce qu'elle est récente? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que ça t'aide? Ou finalement, pas beaucoup? Alors, il est là, vous avez peut-être réglé vos comptes là, sur le plateau. Oui, elle est récente, clairement. On était en contact depuis le début de saison, depuis qu'il a intégré le NutriLab chez NutriPure. On s'est rencontrés au sein du rassemblement de Compressport en Espagne début d'année et on a commencé à discuter juste avant l'UTMB. Donc on avait dit qu'on laissait passer la course et que si j'allais à la Diag, il viendrait sûrement. Donc il m'a proposé de venir. Ça a été surtout une aide logistique. Mine de rien, parce qu'il m'a ravitaillé comme on m'a jamais ravitaillé. J'ai jamais été aussi efficace sur les ravitaillements. Franchement, c'était super agréable. Il avait les bons mots sur les ravitaillements. À plusieurs fois, je suis sorti des ravitaillements, que ce soit à Sillaos, même en début de course à Nedbeuf, tout ça, ça m'a mis à chaque fois dans une bonne dynamique. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ça. C'était un changement pour moi. Et puis après, on a commencé à faire un petit travail pour la suite, pour les années à venir. Pour d'autres projets, en faisant quelques tests, en regardant certaines choses. Et puis pour la première fois depuis très longtemps, j'ai regardé le chrono pendant la course. D'habitude, c'est un truc que je ne fais jamais, si ce n'est à 100 mètres de la ligne d'arrivée. J'avais remis le cardio et je m'en suis servi pendant la course parce que c'est parti vite, la course. Et j'ai regardé le cardio, je me disais, oula, ça va vite quand même. Du coup, je me suis un peu freiné et heureusement, je pense, parce que j'aurais pu partir un petit peu plus vite, essayer de suivre et je pense que j'aurais explosé. Vraiment, un peu comme Alexis Sevenek, qui malheureusement, qui lui, sur le papier, avait aussi toutes les qualités, aurait pu faire, mais peut-être que c'était pas sa course, c'était plus celle de Baptiste. Il a voulu la suivre et ça malheureusement. Alors pour moi, il aurait pu faire une deuxième place au moins. Ouais, mais après peut-être, après il a eu des trous gastriques dans ma fat quand je l'ai rattrapé, on a discuté, il avait c'est mal peut-être lié aussi avec... tout à fait, mais j'en reviens au début de course à Domaine Vidotte, j'étais avec plein de coureurs, quand j'ai regardé le chrono à la sortie de ravito, je me suis dit mais là il y en a plein qui vont jamais tenir, j'étais dans les mêmes chronos, 15 secondes devant Mathieu Blanchard, le chrono de Mathieu de l'an passé. Et il y avait plein de coureurs là qui étaient beaucoup trop rapides, clairement. C'est clair. Alors, Joseph, c'est pas évident la diagonale des fous parce que l'ennemi du performance scientist, on va dire, c'est l'incalculable, c'est le variable, c'est ces petits éléments qui viennent un peu fausser la performance. Et sur la diagonale des fous, il y en a énormément. Est-ce que c'est plus difficile de faire un plan de course pour une diagonale des fous qu'un UTMB où c'est plus clinique, on va dire?
Ouais, non, bien sûr, c'est pas forcément évident, mais on vient aussi se confronter justement à la réalité et c'est pour ça qu'on adore faire ce boulot. L'UTMB, c'est un peu plus clinique, effectivement, parce que c'est une course que je connais bien, on est un petit peu à la maison. Là, c'était vraiment histoire de aussi sortir de ma zone de confort. Je connaissais un peu moins au réel, c'était aussi une façon d'apprendre, de comprendre, de voir aussi ce qui peut marcher et pas marcher. Donc moi, je suis toujours en train d'apprendre et non, mais on a pu prendre pas mal de bonnes données et surtout aussi le ressenti. Moi, c'est quelque chose que je répète à chaque fois. En fait, un bon performance scientist, il peut pas être bon tant qu'il n'écoute pas justement l'athlète. Et je pense que pour les projets futurs dont tu as parlé Aurélien, bah juste en fait le fait de savoir comment est-ce qu'il transmet un petit peu ses émotions et tout quand il a tel ou tel moment d'émotion, c'est hyper important en fait pour savoir justement à quel point on peut le pousser là-dessus. Donc ça, c'était vraiment des gros apprentissages et même pour découvrir aussi un peu l'endroit, c'est important. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas encore t'améliorer justement cette diagonale ? Est-ce que voilà, le fait d'avoir été présent, de mieux cerner le parcours, est-ce que l'année prochaine, tu vas pouvoir affiner encore plus ? Ouais, 200%. Bah, pour le coup, moi je pense que je peux que progresser. Il y a des milliards de choses à mettre en place là-dessus. Je pense qu'il y a des choses aussi un peu plus fines. C'est aussi ça la vision de la data. C'est notamment pour voir au niveau de la météo, etc. Comment et ce maille d'eau un peu plus frais. C'est quelque chose typiquement qu'on avait vu aussi sur les différents plans de course quand on récupère la météo. Donc c'est justement apporter un tout petit peu plus d'éléments à l'athlète pour lui permettre en fait de mieux appréhender comment ça va se passer. Ouais. Alors j'aimerais, puisque c'est un peu la mode en ce moment, on parle beaucoup des glucides, tous ces apports de glucides à l'effort. On a vu aussi que les athlètes, notamment sur ultra, les performances baissent et certainement que la nutrition a son rôle dans cette augmentation de la performance. On parle des glucides, il y a aussi le bicarb, tout ce qui est autour du bicarbonate. Toi, Aurel, tu es suivi par NutriPure, justement. Tu peux nous parler un peu justement de ton ravitaillement, comment ça s'est passé, quel produit tu as vraiment beaucoup utilisé et ton ressenti, ton feedback un peu sur ta stratégie glucidique et ce genre de choses. Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un gros changement depuis les dernières années et j'ai pas encore fait le point exactement sur ma consommation là sur la course, mais entre celle de 2023 et 2025, là j'ai vraiment un gros gap quand même. En 2023, je me rappelle encore dans ma phase, je mangeais pas énormément, j'avais un peu de mal à manger des choses sucrées, quoi. Comme beaucoup de coureurs, on est un peu lassé. Et c'est vrai que le gros changement que j'ai eu depuis cette année, en fait, depuis qu'ils ont sorti leur nouveau gel, j'ai un produit qui est vraiment un goût neutre et vraiment sans trouble de digestion. Et dans ma fat, j'en ai mangé, sorti entre les oranges et le maïs d'eau, j'en ai mangé 3 au moment où j'étais vraiment bien et je poussais fort. Ouais. Et j'ai pas cette sensation d'être écuré par le sucre. En fin de course, quand même, on passe sur pas mal de salé. Donc, ce que je faisais, ma stratégie, c'est que je basculais sur du salé, sur les ravitaillements quand je voyais mes proches. Où là, je pouvais manger du riz, de la purée de patates douces. Qu'est-ce que je mangeais ? Des chips au vinaigre. T'as vu avec des chips, ouais. C'était ça, en fait, je faisais un petit peu un reset du sucré sur place sur le ravitaillement. Et entre les deux ravitaux, je prenais des gels neutres. En début de course, j'ai pris un peu des choses un peu plus avec du goût, avec des goûts différents. Et après, je complémente classiquement avec de la boisson. On a 2 boissons, une qui a un goût neutre et une au goût pomme, avec laquelle je me suis vraiment habitué. Donc, le plus important, c'est vraiment d'habituer son corps aux entraînements sur les sorties longues. C'est très basique ce que je dis, mais c'est ce qui fonctionne vraiment. Et aujourd'hui, à force d'utiliser cette méthode-là, je vois que d'une course à l'autre, j'arrive à augmenter mon grammage de glucides par heure. Et là, je fasse le point, mais je pense que je suis en moyenne, je suis à environ 70 grammes sur la course. Tu restes raisonnable quand même. Ouais, non, mais oui, non, clairement, j'ai jamais parlé au-delà de 80, je n'arrive pas. Enfin, cet été, j'ai fait une course de 9 heures, j'ai tourné à 80, un petit peu plus de 80, mais c'était que entre guillemets 9 heures. J'ai tourné qu'avec des gels boissons et coca, du soda. Mais non, sur des ultras comme ça, je sais que je suis un petit peu moins. Et on est sur des intensités qui sont quand même beaucoup moins. Enfin, la dernière montée, dernière descente, j'avance plus, honnêtement. On n'avance plus, c'est de la marche. Je pense pas qu'on ait besoin de plus. Sur une diag, les 70, c'est quand même relativement intéressant. Enfin, par exemple, entre un UTMB et une diag, il y a vraiment une grosse différence, notamment d'intensité. Donc moi je trouve que le 70, déjà, faut aller les chercher. Ouais. Parce que c'est vrai que là, je prends par exemple le gel longue distance de NutriPure, le Solid Carbs. La particularité, c'est que c'est des goûts neutres, donc on n'a pas cette sensation d'écœurement, qui sont plus digestes aussi. Concrètement, toi, ta vision, Joseph, toi qui modélises justement tous ces apports de glucides, je sais que tu fais des simulations où tu donnes à des athlètes virtuels, 30, 60, 90, 100, des fois tu montes même dans des extrêmes. Ta vision justement par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire gober un maximum de glucides aux athlètes, puis on arrivera à leur
leur faire digérer des glucides, plus ils seront performants? Ou tu penses quand même qu'à partir de 90, on va arriver à une sorte de plafond où sur le long terme, il y aura des répercussions qui peuvent être négatives avec le pancréas, on peut fragiliser certains organes? Pour le coup, il y a, je pense, deux questions dans ta question. Ouais. La première, c'est est-ce qu'il faut consommer un maximum de glucides? Et honnêtement, je pense que oui, définitivement oui. Enfin, plus on a de carburant, plus on va être capable justement de maintenir une forte intensité. Donc définitivement, oui. Actuellement, il faut manger le plus et notamment, il faut s'entraîner à manger plus pour être super performant. Donc ça, c'est vraiment le gros travail à l'entraînement, de travailler justement là-dessus pour pas avoir de troubles gastriques. Et après, la deuxième question sur est-ce qu'il peut y avoir des répercussions? Honnêtement, du coup, je vais être assez franc avec toi, on ne sait pas du tout. C'est sûr qu'il peut avoir justement des dérèglements, etc. Donc c'est le discours que je tiens pour les élites. Leur but, c'est d'aller gagner la course. Donc il faut aller se mettre à des doses quand même assez poussées. Ouais. Pour les personnes amateurs, beaucoup moins. Et en fait, je pense que même déjà 60 grammes sur une diag en 60 heures, faut déjà aussi les tenir. Donc c'est déjà suffisant. Ouais, c'est ce que nous, évidemment, on est un podcast populaire et on a des messages de prévention. Si je peux prendre une image, un athlète de haut niveau, un athlète élite, c'est en fait un feu de forêt. Vous voyez, les feux en Californie, ça brûle tout. Donc de toute façon, en termes d'apport glucidique, c'est vrai qu'ils peuvent tout boire. Après, il y a quand même le pancréas, il y a les dents aussi, parce qu'on le voit déjà chez les cyclistes. Tu vois, c'est marrant. On était avec Valentin Madouas et il nous dit j'ai beaucoup plus de caries depuis ces apports en glucides. Et voilà, il y a peut-être des effets cachés. Donc ça, malheureusement, on n'a pas encore trop d'infos, mais ça, voilà, la science saura faire son travail sur ça. Et puis, pour les amateurs, il faut s'y habituer. Et moi, je mets un message de prévention quand on dit de s'habituer, de prendre les gels pour entraîner son intestin. Ne le faites pas au bureau quand vous êtes sédentaire, parce qu'il y a des gens, ils comprennent pas forcément, et donc ils vont prendre les gels et ils vont en manger un peu toute la journée quand ils courent pas. Et donc là, oui, il y a des risques sur la santé, et on l'a vu malheureusement, les médecins ont tiré la sonnette d'alarme parce que c'est pas des gels qui sont faits pour être consommés. Mais comme si tu veux, c'est sportif, donc c'est sain. On se dit souvent, c'est un truc de sport, donc c'est bon pour la santé. Mais la performance, c'est pas forcément des produits healthy, c'est des produits qui restent quand même ultra transformés et très sucrés. Après, c'est du glucose et du fructose. Voilà, donc les mangez pas à jeun, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de santé. Et des fois, ce message, il est mal compris. Moi, quand je le dis, donc j'en profite aussi pour expliquer. Voilà, il y a des différences. Et voilà, et tu sais que dès que tu parles de diabète et de gel, tout le monde devient fou en disant non, c'est pas possible. Si vous êtes sédentaire, vous faites pas assez de sport et que vous voulez consommer non à l'effort, les médecins pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de risque là quand on va faire une diagonale, même en 60 heures. De toute façon, il faut manger du sucre parce que je parle si vous en consommez un peu tous les jours, au bureau ou ce genre de choses. Oui, mais personne ne prend du gel. Non, détrompe-toi. Non, je t'assure, détrompe-toi. Nous, on a des médecins qui nous écrivent. Ah ouais. Détrompe-toi. En fait, c'est parce qu'on dit il faut entraîner le corps. Et donc les gens, tu sais, la compréhension de ce qui est dit, des fois tu as des surprises. Donc détrompe-toi, non. Ne les prenez pas quand vous êtes chez vous en encas. C'est pas des goûters, les gels, voilà, c'est ça. Même s'ils sont bons des fois et que le marketing est très fort. Et juste une petite anecdote là-dessus, tu parlais des caries, notamment chez les cyclistes. Et la première marque à avoir proposé une technologie d'hydrogel, donc un peu comme celle-là, qui en fait encapsule le glucide, ça venait pas du tout dans le monde du sport, c'était juste un triathlète qui se posait des questions et il était allé voir son dentiste lui s'est dit mais attends, mais t'as plein de caries et tu peux pas continuer comme ça. Et du coup en fait il s'est dit je vais faire un peu ce phénomène d'encapsulation comme les médicaments pour justement pas que le sucre soit en contact direct avec mes dents et que ça parte directement dans l'intestin. En fait c'est comme ça que ça a été créé. Et après, en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant pour les troubles gastriques plutôt que pour les dents. Et donc maintenant, c'est pour les troubles gastriques. Merci à ce jeune. Du coup, pas de caries avec le gel NutriPure. Voilà. Exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il y a vraiment cette encapsulation et le côté un peu plus. C'est pas du liquide, il y a vraiment ce côté un peu. On peut le mastiquer, donc c'est vraiment intéressant. On l'écrase vraiment contre le palais. Et du coup, c'est là où c'est sympa, c'est que ça te fait un rappel de mastication quand même. Tu fais pas que prendre du gel liquide qui descend dans le ventre. T'as ce côté, tu mastiques et ensuite tu avales. Et je pense qu'il y a vraiment une logique de aussi tromper le cerveau. Ouais. Et en fait, ça produit aussi des hormones. Ton cerveau, il pense que tu es en train de manger et du coup, ça le réveille aussi un petit peu. Alors que certains gels qui sont très liquides et qui sont très très sucrés, c'est vraiment compliqué, je pense, à tenir sur la distance. Ok, en tout cas, si vous voulez en profiter, NutriPure, on a un code promo. Eh oui, faut bien financer toutes ces émissions. Voilà, donc avec le code DLTDC, n'hésitez pas à l'inscrire. Vous allez pouvoir bénéficier de petites réductions. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, le code
potes, c'est DLTDC. Merci beaucoup Aurélien de t'être prêté un petit peu au jeu de l'interview. On va te retrouver où maintenant? Quelle est la suite? Ah bah Saint-Élion, bien évidemment. Non, je rigole. C'est bien la Saint-Élion, arrête. Ah mais sûrement. C'est sympa. Non, là c'est repos. Je vais me reposer et puis je vais attendre la neige qui arrive tranquillement en Savoie pour ressortir les skis comme de chaque année. D'accord. Bah écoute, profite bien de la saison. On te souhaite beaucoup de neige et beaucoup de performances. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux de nous avoir suivis. On se retrouve dans les prochaines parties de ce podcast parce qu'il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir. Donc je vous dis peut-être à tout de suite ou à la semaine prochaine. À bientôt.